Bonjour à toutes et tous, au programme de cette capsule vidéo, la correction des exercices du chapitre 17, chapitre 17 qui porte sur la lumière, un flux de photons et donc particulièrement sur l'effet photoélectrique. Donc on commence par une activité sur les applications courantes de l'effet photoélectrique. Donc on vous présentait la diode, les diodes électroluminescentes, les capteurs CCD et CMOS qu'on trouve donc, au fond des téléphones portables et qui permettent de capter la lumière, et puis pour les appareils photo également. Les luxmètres qui permettent de capter la lumière aussi et d'en donner une valeur, de quantifier cette luminosité. Alors, à partir de tous ces documents, il fallait identifier les avantages et les inconvénients de l'utilisation des DEL pour l'éclairage. Alors, dans le document 1, on nous disait que les DEL, parce que c'est ce document 1 qui présentait les DEL, diodes électroluminescentes, on disait qu'elles avaient un bon rendement, qu'elles permettaient de produire des couleurs différentes, et donc en associant ces couleurs différentes, eh bien la lumière blanche, hein, donc le prix Nobel en 2014 attribué aux Japonais qui ont permis de mettre de fabriquer des DEL bleus et donc ainsi de produire la lumière blanche en associant des DEL rouges, vertes et bleues. Alors en inconvénient, toujours dans le document 1, on avait la pollution lumineuse croissante du fait que les DEL consommant très peu d'électricité, il y a eu une généralisation de leur utilisation et donc beaucoup plus de pollution lumineuse, beaucoup plus d'éclairage public et donc plus de pollution lumineuse, et ce qui a des effets sur la faune et particulièrement les insectes. Et puis les DEL nécessitent l'utilisation de lanthanides, hein, qu'on appelle aussi les terres rares, pour les fabriquer, et donc l'extraction de ces lanthanides est polluante. Deuxième question, parmi les trois technologies mentionnées, identifier celle qui utilise l'effet photoélectrique. Eh bien, c'était donné dans les documents 2 et 3. On avait les capteurs CCD et les capteurs CMOS, qui permettent de capter la lumière pour les appareils photo, et le luxmètre qui permet aussi de quantifier cette luminosité. Et enfin, le fonctionnement de chaque dispositif à l'aide d'une chaîne énergétique. Eh bien, pour les DEL, elles reçoivent de l'énergie électrique et elles transforment ça en énergie lumineuse, en énergie de rayonnement. Et pour les trois autres, capteurs CCD, capteurs CMOS et luxmètre, c'est la chaîne inverse, c'est-à-dire qu'elles reçoivent de l'énergie lumineuse, l'énergie de rayonnement, et elles le transforment en énergie électrique. Et enfin, une recherche qui permettait de lister les applications de l'interaction lumière-matière dans la vie courante. Là, on a évidemment le laser, c'est sans doute le plus important, mais l'effet photoélectrique, on l'a vu dans les capteurs CCD, CMOS, la fluorescence, les lampes à incandescence, voilà, il y avait plusieurs possibilités à nommer. Donc là, on a la correction. Ensuite, on passe au QCM. Donc, on vous demandait d'indiquer lequel de ces phénomènes ne s'explique pas par un comportement ondulatoire de la lumière. Eh bien, c'est l'effet photoélectrique, réponse C. Le phénomène d'interférence et le phénomène de diffraction sont typiques du comportement ondulatoire de la lumière, alors que l'effet photoélectrique, lui, ne s'explique que en considérant que la lumière n'est pas une onde mais une particule. Donc c'est Einstein en 1905 qui a repris cette idée qui était déjà ancienne, puisque c'était aussi l'idée de Newton. Et donc, mais lui l'a étendu, il a ce qu'on a appelé par la suite la dualité onde-particule appliquée à la lumière et aux photons. Donc en considérant que que la lumière est un flux de photons, même si on l'a vu dans le cas des interférences, elle se comporte aussi comme une onde. C'est l'un et l'autre, suivant les circonstances. Donc la masse d'un photon est nulle, réponse B. L'énergie d'un photon est égale à E égale h nu.
Hc sur lambda. Nu, c'est la fréquence, c'est le symbole qu'on utilise pour la fréquence des ondes électromagnétiques. Nu, vous pouvez mettre E égale HF, c'est pas interdit. Et donc vous devez connaître cette relation, savoir que H c'est la constante de Planck. La valeur de la constante de Planck vous sera fournie, 663 10-34 joules seconde. Vous devez également savoir que la fréquence peut se calculer à partir de la célérité des ondes électromagnétiques et de la longueur d'onde de celle-ci, donc F égale C sur lambda, ou nu égale HC sur lambda. Et l'énergie s'exprime en joules, même si on la trouve souvent en électronvolts, il faut être capable de passer d'une énergie en joules à une énergie en électronvolts, et inversement, mais on le verra dans la suite des exercices. Le physicien qui a expliqué l'effet photoélectrique, c'est Einstein. Heinrich Hertz était l'un des découvreurs de l'effet photoélectrique, comme Becquerel des années auparavant. Donc Becquerel et plus tard Hertz ont mis en évidence l'effet photoélectrique, mais c'est Einstein en 1905 qui l'explique. En 1905, la fameuse année miraculeuse de la physique. Einstein aura le prix Nobel pour cette découverte en 1921. Enfin, pour cette explication plutôt en 1921. Lorsque l'effet photoélectrique se produit, eh bien, un photon est absorbé par le matériau et un électron est émis. Donc la réponse C. L'énergie cinétique de l'électron extrait d'un matériau par effet photoélectrique eh bien, dépend de la fréquence du rayonnement lumineux. Ça ne dépend que de ça. Pareil, on va le voir dans la suite des exercices comment. Un électron est extrait par effet photoélectrique avec une vitesse non nulle si l'énergie du photon absorbé eh bien, est supérieure au travail d'extraction. Le travail d'extraction, c'est l'énergie minimale à fournir au matériau pour extraire un électron. Si l'énergie lumineuse est inférieure, donc si l'énergie du photon est inférieure à ce travail d'extraction, eh bien, il ne se passe rien, on n'a pas d'émission d'électrons. Si c'est égal au travail d'extraction, eh bien c'est l'énergie minimum pour extraire l'électron qui aurait alors une vitesse nulle. Si c'est supérieur au travail d'extraction, eh bien on aura un électron qui va se retrouver extrait du matériau et qui aura une certaine vitesse, une vitesse non nulle. Alors une cellule photovoltaïque, ça convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique, réponse B. Plus l'intensité lumineuse reçue par une cellule photovoltaïque est grande, plus l'intensité du courant généré est importante, à condition bien sûr que l'énergie de ces photons soit supérieure au travail d'extraction, sinon eh bien, on n'aura rien, même avec une intensité énorme. Il faut que l'énergie du photon soit supérieure au travail d'extraction pour qu'on puisse extraire un électron et donc avoir un courant électrique. Donc les corrections sont toutes reprises ici. Exercice suivant, donc le 5, quelques données qui étaient dans votre livre qui sont utiles pour les exercices. Joule pur électronvolt l'énergie d'un photon issu d'un laser hélium-néon de longueur d'onde 632 nanomètres. La relation à connaître, c'est E égale H nu égale HC sur lambda. On remplace par les valeurs qui sont toutes fournies, sauf alors la célérité de la lumière dans le vide n'est pas nécessairement fournie, elle fait partie des connaissances exigibles, donc on n'est pas obligé de vous la fournir. Vous devez savoir que la vitesse de la lumière dans le vide c'est 3 à 10 puissance 8 mètres seconde moins 1, de même que vous devez savoir que la vitesse du son dans l'air est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Donc on a toutes les valeurs, on fait l'application numérique, on a le résultat en joules, 3, 15, 10, moins 19 joules. Attention, hein, la longueur d'onde elle est en nanomètres, elle est à convertir en mètres, donc 10 moins 9 mètres. Donc vous avez le résultat en joules. Pour l'avoir en électronvolts, eh bien on vous dit, parce que ça c'est pas à connaître, hein, qu'un électronvolt vaut 1,60 10 moins 19 joules. Donc si vous avez 3, 15, 10 moins 19 joules, vous divisez par 1,60 10 moins 19 et ça vous fait un peu moins de 2 électronvolts. Alors, le travail d'extraction du cuivre est... Alors, cette notation est encore une notation un peu originale du livre scolaire. Elle est reprise nulle part. Nous, on utilisera la notation travail-extraction, hein, puisque c'est un travail d'extraction. C'est l'énergie minimale à fournir au matériau pour extraire un électron. En plus, cette notation, on l'a déjà utilisée pour le flux thermique, donc qui était en plus en watts et pas en joules. Donc vraiment, notation qui n'est pas utilisée du tout. Donc le travail d'extraction qu'on notera, donc je vous le disais, travail d'extraction comme ça, est fourni ici pour le cuivre, et il faut calculer sa fréquence seuil, c'est-à-dire la fréquence minimale du rayonnement que le rayonnement doit avoir pour pouvoir extraire un électron du cuivre. Donc comme E égale H nu
égale hc sur lambda, donc nu égale E sur h, et donc ici nu, ça va être égal au travail d'extraction, donc qui est une énergie, hein, c'est l'énergie minimum à fournir au matériau pour pouvoir extraire un électron, divisé par h, la constante de Planck, et donc on a la fréquence minimum, on pourrait en déduire la longueur d'onde, donc là comme c'est une fréquence minimum et que nu égale c sur lambda, et bien ce serait la longueur d'onde maximum, maximale plutôt, puisque c'est une longueur d'onde, la longueur d'onde maximale que pourrait avoir le rayonnement pour extraire un électron du matériau. On pourrait avoir à calculer ça, cette longueur d'onde maximale. Et donc la fréquence minimum, et comme nu égale c correspondrait. Alors on continue avec la cellule photovoltaïque, exercice 10. Vous deviez représenter la chaîne énergétique associée au fonctionnement d'un panneau photovoltaïque. Donc notre source, notre réservoir, c'est le soleil qui envoie une énergie lumineuse au panneau photovoltaïque. Ce panneau photovoltaïque va transformer cette énergie lumineuse en énergie électrique et dissiper une partie à l'extérieur en énergie thermique. Donc l'énergie électrique est envoyée vers le réseau ou vers une batterie, si c'est stocké sur une batterie. Alors, énergie des photons visibles, donc vous deviez calculer l'encadrement de l'énergie d'un photon dont la longueur d'onde est comprise dans le domaine visible. On sait que E égale h nu égale hc sur lambda. Le lambda du visible, c'est entre 400 nanomètres pour la plus petite longueur d'onde, donc la plus grande énergie et la plus grande fréquence, et 800 nanomètres pour les plus grandes longueurs d'onde, donc la plus petite énergie et la plus petite fréquence. 800 nanomètres, c'est pour le rouge, 400 nanomètres, c'est pour le violet. Donc on fait l'application numérique. Attention, longueur d'onde en mètres, 10-9 ici, puisque c'est des nanomètres, 400 nanomètres, 410-9. On a 5-10-19 joules pour un photon de 400 nanomètres. On convertit ça en électronvolts en divisant par 1,6-10-19, ça nous fait 3,1 électronvolts. La même chose pour le rouge, 800 nanomètres, 810-9 ici, donc HC sur lambda. On a un résultat en joules, on divise par 1,6-10-19 et on a un résultat en électronvolts. Voilà, c'est des applications numériques, les formules sont évidemment à connaître. Alors ensuite, vous aviez un pointeur laser et il fallait déterminer le nombre de photons émis en une seconde par ce pointeur laser. Alors, vous connaissiez la puissance. Donc en utilisant la relation P égale E divisé par delta T, donc E égale P multiplié par delta T, on pouvait en déduire l'énergie émise pendant une seconde par le faisceau laser. Hein. Puissance fois durée, donc puissance fois une seconde. Donc 1 milliwatt fois une seconde, ça nous fait 1 millijoule. Donc on avait la puissance totale. Cette puissance totale, eh bien, elle est due aux photons avec un S, hein, qui sont émis par ce laser. Et donc là, on va avoir N, grand N photons émis par ce laser en une seconde, et dont l'énergie totale de tous ces photons vaudra 1 millijoule. Et donc il suffit de calculer l'énergie d'un seul photon, et donc pour avoir le nombre de photons, on prendra l'énergie totale divisée qui auront été émis en une seconde. Pour trouver l'énergie d'un seul photon, eh bien E égale hc sur lambda, lambda égale 650 nanomètres, 650 10-9 mètres, H 663 10-34, C 3 10 puissance 8, et donc lambda 650 10-9. On fait l'application numérique, on laisse tout ça en joules bien sûr, puisqu'on a l'énergie totale du laser en joules. Et donc le nombre de photons, ce sera l'énergie du laser divisé par l'énergie d'un photon. Et donc on fait l'application numérique, et ça nous fait 3 10 puissance 15 photons émis en une seconde. Alors l'exercice 22, donc on vous dit que vous disposez d'une cellule photoélectrique au césium. Seuls les rayonnements de longueur d'onde inférieure à lambda 0 égale 0,66 micromètres permettent l'émission d'électrons. Donc grâce à ça, on peut calculer le travail d'extraction, pardon. Énergie minimum à fournir au matériau pour extraire un électron. E égale h nu égale hc sur lambda. Donc ce travail d'extraction, ça va être égal à hc divisé par 0,66 10-6 mètres. Ça va être l'énergie minimum que doit avoir notre faisceau pour pouvoir extraire un électron. Ici, on a un faisceau, donc une lumière monochromatique de longueur d'onde 0,44 micromètres. La longueur d'onde est plus petite que la longueur d'onde minimale, que la longueur d'onde maximale
pour qu'on puisse extraire un électron. Donc comme la longueur d'onde est plus petite et que l'énergie est égale à hc sur lambda, ça veut dire que l'énergie sera plus grande. Et donc comme l'énergie est plus grande, ça veut dire qu'on va pouvoir extraire un électron et que cet électron va avoir une énergie. Donc il va avoir une énergie cinétique. Et donc on peut calculer comme ça sa vitesse. Alors, l'énergie totale du flux de photons, ça va être égal à hc sur 0,44 micromètres. Donc 0,44, 10-6 mètres. Et ça, c'est égal à l'énergie et au travail d'extraction plus l'énergie cinétique de nos photons. Hein. Donc H nu est égal au travail d'extraction plus l'énergie cinétique de nos électrons, pardon. Je répète, parce que vous n'avez pas été très clair là-dessus. Donc le flux de lumière va permettre d'extraire des électrons. Comme ce flux de lumière a une énergie supérieure au travail d'extraction, eh bien, les électrons extraits vont avoir une énergie cinétique. Et donc on va pouvoir calculer cette énergie cinétique. Donc l'énergie totale apporte le travail d'extraction plus l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, ça va être égal à l'énergie du flux de photons moins le travail d'extraction. Et donc on calcule comme ça l'énergie cinétique. Le travail d'extraction hc sur lambda 0. Lambda 0 il est fourni là. Et donc comme h nu c'est hc sur lambda, lambda valant 0,44 10-6 ici, on calcule que l'énergie cinétique vaut 1,5 10-19 joules. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv carré. Donc v carré va être égal à 2 fois l'énergie cinétique sur la masse de l'électron. On parle de l'énergie cinétique de l'électron. Donc la vitesse de ces électrons, ça va être la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique des électrons divisée par la masse des électrons. Et on détermine une vitesse de 5,7 10 puissance 5 mètres seconde moins 1. Alors ensuite, on vous demande de déterminer le rendement d'un panneau photovoltaïque. Ça, c'est un exercice corrigé. Ils sont souvent bien, d'ailleurs, les exercices corrigés du livre. Là, il ne faut pas hésiter à les regarder. Donc, vous avez la puissance maximale délivrée par le panneau à déterminer. Donc là, c'était donné. Hein, l'irradiance était de 1000 watts par mètre carré. Donc, vous aviez au pointillé ici, on voyait qu'on avait une puissance d'un peu moins de 280 watts. Donc, 270 watts ici. En déduire la tension max, eh bien, pareil, on exploitait la courbe. Ici, le point correspondant, ça coïncidait avec une tension de 35 volts pour la puissance max ici. La puissance lumineuse reçue par le panneau lumineux, eh bien, la puissance lumineuse, ça va être l'irradiance fois la surface. On est à 1000 watts par mètre carré, ça veut dire que chaque mètre carré de panneau reçoit 1000 watts. Et là, le panneau, eh bien, vous n'aviez pas sa surface, mais vous aviez sa longueur et sa largeur, donc vous pouviez calculer sa surface en faisant 1m52 x 1m47, hein, ce qui était donné ici, pour les longueurs et largeurs du panneau. Donc multiplié par l'irradiance, ça nous donnait la puissance lumineuse. Et ensuite, on calculait le rendement en faisant énergie électrique, ou puissance électrique plutôt, par surpuissance lumineuse. La puissance électrique, vous l'aviez déterminée ici, 270 watts. La puissance lumineuse, elle était ici, 2200 watts. Et donc on avait comme ça le rendement. Alors nous on faisait la même chose, mais cette fois-ci avec une irradiance de 600 watts par mètre carré. Et il va aller faire exactement répondre aux mêmes questions, quoi. Donc avec une irradiance de 600 watts par mètre carré, eh bien on a une puissance maximale qui fait 150 watts. On est un peu au-dessus des 140 ici, et non plus 270. Bon, la tension, elle est toujours à 35 volts. Bon, ça ne nous sert pas à grand chose pour la suite, mais voilà. La puissance lumineuse, donc l'irradiance, elle n'est plus à 1000 watts par mètre carré, mais à 600 watts par mètre carré. Par contre, la surface des panneaux photovoltaïques n'a pas changé. Donc ça nous fait 600 multiplié par 1,52 fois 1,415. Donc ça nous fait plus 2200, mais 1300 watts, 1,3 10 puissance 3 watts. Donc on a la puissance maximale qui vaut 105, la puissance électrique maximale qui vaut 150 watts et la puissance lumineuse qui vaut 1,3 10 puissance 3 watts. On calcule le rendement, puissance max sur puissance lumineuse, 150 sur 1300 et on trouve encore 12%. Donc l'irradiance ici n'a pas d'influence sur le rendement. Alors exercice 25, comme toujours vous avez le corrigé en dessous. Donc on a la cathode d'une cellule photoélectrique au potassium qu'on éclaire par une source lumineuse de 490 nanomètres.
La puissance de rayonnement vaut 4,50 10-7 watts. Le travail d'extraction 2,29 électronvolts. Donc on vous demande de calculer l'énergie des photons et vérifier que l'extraction des électrons est possible. Cette extraction sera possible si l'énergie des photons est supérieure à 2,29 électronvolts. Donc il faut calculer l'énergie des photons à partir de la onde et vérifier qu'on est au-dessus de 2,29 électronvolts. E égale H nu égale HC sur lambda. H et C ne sont pas... Enfin H est fourni, C est à connaître. H c'est 663 10-34 fois C 3 10 puissance 8 divisé par lambda 490 10-9. On fait le calcul, on a un résultat de 406 10-19 joules. Mais on ne peut pas le comparer au travail d'extraction qui est donné en électronvolts. Donc on va convertir en électronvolts en divisant 406 10-10 par 1,6 10-9, ce qui nous fait 54 électronvolts. Et donc on se retrouve avec une énergie du flux lumineux qui est supérieure, donc une énergie des photons supérieure au travail d'extraction. 2,54 électronvolts c'est supérieur à 2 électronvolts, donc l'extraction est possible. Le nombre de photons reçus en une seconde, eh bien, on a la puissance totale du laser, donc du rayonnement laser. On va pouvoir avoir donc l'énergie en appliquant la relation E égale P fois delta T. Donc 450 10-7 fois 1, ça nous fera 450 10-7 joules pour l'énergie. L'énergie totale émise par le laser en une seconde. Pour avoir le nombre de photons émis, eh bien on va diviser cette énergie totale par l'énergie d'un seul photon, qu'on a déjà déterminé, hein, c'était 406 10-19, donc 406 10-19 joules. Donc 450 10-7 joules divisé par 406 10-19 joules, ça nous fait 1,11, enfin 1,1 10 puissance 12 photons. Donc pour la question 2. On obtient une intensité de 2,10-8 ampères lorsque tous les électrons arrachés à la cathode arrivent sur l'anode. Calculer le nombre d'électrons extraits de la cathode en une seconde. Alors l'intensité du courant électrique, c'est un flux d'électrons. C'est un débit d'électrons par seconde. Donc l'intensité du courant électrique, c'est aussi la charge divisée par la durée. Donc Q sur delta T, hein, souvenez-vous, on en a parlé quand on a parlé des piles, également quand on a parlé de la charge et la décharge du condensateur. I égale Q sur delta T. Q, ça va être égal au nombre d'électrons multiplié par la charge d'un électron, 1,610-19 coulombs. Nous, on veut le nombre d'électrons. Donc I égale Q sur delta T égale nombre d'électrons fois E divisé par delta T. Donc le nombre d'électrons, ça va être I delta T divisé par E. Donc I 2,10-8 ampères fois delta T 1 seconde divisé par la charge élémentaire 1,610-19. On se retrouve avec 1,25 10 puissance 11 électrons qui ont été extraits en une seconde. Et donc le rendement, on vous le présente, le rendement quantique, on vous dit que c'est le rapport du nombre d'électrons extraits sur le nombre de photons reçus par la cathode. Le nombre d'électrons extraits, c'est 1,25 10 puissance 11 électrons. Le nombre de photons extraits, c'est, enfin plutôt reçus, c'est 1,1 10 puissance 12 photons. Donc 1,25 10 puissance 11 électrons divisé par 1,1 10 puissance 12 photons. Ça nous fait 0,11, donc 11%. Donc on a un rendement quantique de la cellule de 11%. Donc 11% d'électrons extraits par rapport au nombre de photons reçus. Donc tout ça est détaillé ici. Alors ensuite, on vous demandait le nombre de panneaux solaires nécessaires. Donc là, on vous dit un panneau solaire fournit une puissance électrique PE égale 180 watts, quand l'irradiance, donc le flux de rayonnement surfacique, est de 1 kW par mètre carré. Donc calculer la puissance lumineuse reçue. Eh bien, le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance reçue. Là, la puissance utile, c'est la puissance électrique. Le panneau solaire, il transforme de l'énergie de rayonnement en énergie électrique. Ou voilà, on peut aussi raisonner en puissance. Donc là, comme le rendement, ça va être puissance électrique sur puissance lumineuse, eh bien, la puissance lumineuse, ça va être puissance électrique divisée par le rendement. Donc 180 watts divisé par 0,13, puisqu'on a un rendement de 13%, 180 watts divisé par 0,13, ça nous fait 1,4 10 puissance 3 watts, donc la puissance lumineuse c'est 1400 watts. Cette puissance lumineuse c'est l'irradiance, c'est-à-dire le flux de rayonnement surfacique multiplié par la surface. Donc la surface du panneau
solaire ici, ça va être la puissance lumineuse divisée par l'irradiance. Donc 1,4 10 puissance 3 divisé par 1 10 puissance 3 watts par mètre carré. Et donc on trouve que le panneau solaire a une surface de 1,4 mètre carré. On vous dit que qu'on souhaite une installation photovoltaïque qui aura une puissance de 2,1 kW. Et donc on vous demande d'en déduire le nombre de panneaux photovoltaïques nécessaires et donc la surface totale de l'installation. Comme on veut une puissance totale de 2100 watts et que un panneau produit une puissance max de 180 watts, et bien 2100 watts divisé par 180 watts, ça nous fait 12 panneaux. Il nous faut 12 panneaux. Et comme un panneau a une surface de 1,4 m², eh bien la surface totale, ça fera 12 fois 1,4, 17 m² pour cette surface totale ici. Voilà pour ces exercices du chapitre 17. Bon courage et bon travail.